Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire dédié à la raison d'être qui est organisé par le comité gouvernance du MEDEF. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et je suis Marie-Éloi, fondatrice des réseaux Femmes des Territoires pour créer son entreprise, Bouge ta boîte pour du business avec du sens et Bouge ton groupe pour promouvoir les femmes cadres. Et je suis avec mon complice Didier Barbet. Bonjour, Didier Barbet, je suis dirigeant d'IBM et j'ai rejoint le comité gouvernance il y a 2 ans. Je suis donc le complice de Marie et j'ai le plaisir d'animer avec vous cette séance. Alors, je vais remercier naturellement nos intervenants et je vais présenter la première, Dina Louda. Dina Louda, vous êtes présidente de l'Institut Veolia. Vous êtes conseillère auprès du président-directeur général de Veolia, Antoine Frérot, et vous avez été au cœur de la définition de la raison d'être et vous occupez de relations internationales. Bref, donc un grand panorama que vous allez partager avec nous. Et nous sommes également avec Bruno Roche, qui est ancien chef économiste du groupe américain de l'agroalimentaire Mars, un géant de l'agroalimentaire, également fondateur et dirigeant de la fondation Economics of Mutuality pour promouvoir une nouvelle façon de faire du business fondée sur le principe de réciprocité. Merci d'être avec nous, Bruno. Merci Marie et merci Didier. Je suis très heureux d'être avec Dina également. Et enfin, Michel Meunier, qui est à distance. Michel, tu nous entends? Vous nous entendez? Je vous entends très bien. Voilà, donc Michel est dirigeant d'entreprise, serial entrepreneur, et il va porter haut la voix de toutes les entreprises de France et de la création d'entreprises. Voilà, bienvenue Michel. Merci. Bienvenue. Il y a quelques semaines, le comité gouvernance, vous l'avez peut-être suivi, a organisé un premier webinaire sur la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Et aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'échanger avec nos invités sur la raison d'être. Alors, la raison d'être a également été introduite par la loi Pacte du 22 mai 2019, la loi Pacte qui veut dire plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et si la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux est une obligation, la raison d'être, elle va plus loin, mais est optionnelle, elle n'est pas obligatoire. C'est une option qui est ouverte à toutes les entreprises qui ont le choix soit de simplement la définir, soit de l'inscrire directement dans leur statut. Donc aujourd'hui, avec ce webinaire, nous avons la volonté d'accompagner les TPE, les PME, les ETI dans un contexte national européen, on le sait, qui est de plus en plus exigeant au regard des ESG, donc d'environnement, sociaux et de gouvernance. Et puis des parties prenantes qui sont de plus en plus attentives et sensibilisées à tous ces sujets-là également, que ce soit des collaborateurs, des salariés, des actionnaires, vraiment tout l'écosystème global des entreprises qui est sensibilisé à ces critères ESG. Merci Marie, rappelez ce qu'est le comité gouvernance qui est présidé par Patrick Bertrand et qui a été redéfini par le comité exécutif du MEDEF et Geoffroy Roux de Bézieux. L'objectif du comité est très simple, il est de promouvoir et d'identifier les bonnes pratiques de gouvernance et d'aller un tout petit peu plus loin. La gouvernance, elle doit être ouverte à la diversité, ouverte aux parties prenantes, ouverte aux écosystèmes de business et ouverte au territoire. On s'adresse à toutes les entreprises de France. Elle doit être aussi large parce que de grandes transformations sont devant nous, voire des refondations d'entreprises. Pensez à la transition énergétique, donc les enjeux liés au climat, et pensez à la chaîne de valeur, les enjeux liés à la crise que nous vivons et que j'espère nous sommes en fin de crise de celle du Covid. Et enfin, elle doit être transparente, cette gouvernance, c'est-à-dire que la communication doit être honnête et authentique, et comme dirait Geoffroy de Roux de Bézieux, à l'épreuve des faits et à l'épreuve du temps. Voilà. Alors les objectifs de ce webinaire résumé par Didier, c'est vraiment vous brosser un portrait de la raison d'être, vous accompagner autant qu'on peut dans sa formulation, la formulation de votre propre raison d'être, et puis expliquer les engagements qui en découlent. Ça veut dire quoi définir une raison d'être? Nous aborderons donc la définition de la raison d'être, la pratique, et puis comment concrètement cela est mis en place dans les entreprises de nos invités aujourd'hui, puis bien sûr des conseils tout au long de cet événement, c'est vraiment l'objectif.
Et puis en résumé, nous évoquerons donc le quoi, le pourquoi et le comment de la raison d'être. Alors cet événement est enregistré, il sera disponible en replay et vous avez la possibilité dès maintenant dans le chat de poser un certain nombre de questions. Kinès Djadour, qui anime ce comité avec nous, se fera un plaisir de nous transmettre. Alors je me tourne vers Bruno Roche, à qui j'adresse ma première question. Bruno, vous êtes un économiste de formation, comme le rappelait Marie. Vous êtes un observateur attentif du monde. Vous accompagnez de nombreuses entreprises dans le cadre de votre fondation sur le chemin du sens. Je vais vous poser une question assez large et de conjoncture finalement. Comment définiriez-vous aujourd'hui la raison d'être? Pourquoi cette notion ressurgit-elle avec insistance? À quelle tendance de l'évolution des sociétés répond-elle? Je rappelle que cela n'est pas seulement un exercice franco-français. Les anglo-saxons parlent de purpose et ont fait des déclarations très engageantes sur ce sujet en août 2019. Donc finalement, 2019, c'est une année charnière. Donc, mon cher Bruno, tendance de fond ou cosmétique, la raison d'être? Merci pour cette question large. Je vais peut-être répondre dans les quelques minutes qui me sont imparties de manière un peu plus personnelle et comment finalement cette question s'est imposée à moi depuis une quinzaine d'années. Lorsque j'étais dans le groupe que vous avez évoqué, Marie, ce grand groupe d'agroalimentaire qui, au niveau du management et du board, m'a posé une question assez étonnante. Et cette question était en 2006. La question était la suivante. Que doit être le juste niveau de profit d'une entreprise? Et la question, elle n'était pas posée dans le sens de faire plus de profit ou moins de profit. La question était que doit être le niveau de profit qui permet la maximisation de la performance de l'entreprise sur son écosystème. Alors cette question était intéressante parce qu'elle a été posée 2 ans avant la crise de 2008. Elle était aussi intéressante parce que la personne qui posait cette question n'était pas une ONG ou un gouvernement, mais c'était un dirigeant d'entreprise et un propriétaire, un shareholder. Et cette question, en fait, assez étonnamment, n'a jamais été adressée dans la littérature économique ou la littérature de gestion. Elle était plutôt adressée dans la littérature philosophique, théologique, sociologique, mais pas en économie. Donc c'était comme un trou, un blind spot, comme disent les anglo-saxons, un angle mort dans la réflexion sur ces questions-là. Et en fait, pour répondre à la question que vous m'avez posée, qu'est-ce que la raison d'être et pourquoi ressurgit-elle aujourd'hui? Je vais répondre à la deuxième question d'abord, dans le sens, quand on enseigne l'économie, enfin moi quand j'enseigne l'économie, j'essaie d'expliquer à mes étudiants que l'économie, c'est la gestion de la rareté. C'est un des buts de l'économie, c'est de gérer la rareté. Il y a une 50aine d'années, le capital financier était rare et le capital naturel, les ressources naturelles étaient surabondantes. Donc il y a une 50aine d'années, ce n'était pas absurde d'imaginer qu'on avait besoin d'un modèle économique qui mette plus de liquidité financière dans le système et qu'on adresse en quelque sorte cette forme de rareté qui était le capital financier. 50 ans plus tard, même 40 ans plus tard, lorsqu'on était en 2007-2008, le capital financier était déjà surabondant et d'autres formes de rareté sont apparues dans les écosystèmes d'entreprises. Et ça, c'est un changement de long terme et on ne sait pas être idéologue que de dire que le modèle économique va évoluer, va être transformé pour adresser ces nouvelles formes de rareté. C'est juste naturel. Si on ne le fait pas, le système va s'effondrer et on devra le reconstruire. Donc, on est déjà dans un premier thème qui est de dire adressons une nouvelle forme de rareté et la création de richesse, d'ailleurs, la création de valeur passe par le fait d'adresser ces formes de rareté. Le deuxième élément, enfin la deuxième grande tendance qui s'est passée depuis une 50aine d'années et qui place les entreprises au cœur de l'activité économique, c'est que dans le même temps, les entreprises sont passées d'un état d'acteur marginal de l'économie, par rapport aux États, à finalement, en particulier les grandes multinationales, sont devenus des acteurs majeurs de l'économie. Donc aujourd'hui, on n'est plus en présence d'un modèle économique qui doit être géré par des grands acteurs, des États, des nations, mais plutôt par des grandes entreprises. Donc on passe d'un modèle économique finalement à un modèle d'affaires ou un business model, comme disent les anglo-saxons. Donc ça, c'est deux tendances créent le contexte favorable finalement à une évolution du modèle économique qui ne peut plus être fondé uniquement sur la création de profits pour des actionnaires, mais de la création de valeurs plus larges, holistiques, comme on dit, et pour un certain nombre de parties prenantes. Ça, c'est le contexte général. Maintenant, ça répond donc à la question pourquoi
la raison d'être ressurgit et quelle tendance. Pourquoi la raison d'être est aussi importante? Parce qu'en fait, on va y venir dans la seconde partie du webinaire, c'est-à-dire la raison d'être est finalement un outil stratégique qui permet de délimiter les frontières naturelles de l'entreprise. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'entreprise a été définie comme finalement une structure juridique qui est assez limitée, hein, qui est limitée à ses actionnaires, ses employés, parfois ses fournisseurs et ses clients. Et ça, et qui est fondé sur la gestion d'un capital financier essentiellement. Et aujourd'hui, finalement, les entreprises, pour continuer à devenir des acteurs efficaces dans le modèle économique qui fonctionne, il y a deux choses qui doivent se passer. C'est un, les entreprises ne peuvent plus gérer que du capital financier, c'est insuffisant. Il faut qu'elles gèrent d'autres formes de capitaux, des capitaux humains, des capitaux sociaux, des capitaux naturels, qui sont aussi importants pour sa performance que le capital financier. Mais aussi, il faut qu'elles élargissent en quelque sorte le nombre des parties prenantes, qui ne sont plus seulement les actionnaires, les employés, les fournisseurs et les clients, mais qui sont un ensemble plus large de parties prenantes, qui sont, elles, en quelque sorte, les banques. De la manière qu'on va chercher le capital financier auprès des banques et des marchés et des prêteurs, eh bien, on va chercher du capital social, on va chercher du capital humain, on va chercher du capital naturel vers d'autres formes de pourvoyeurs de ces capitaux. Et ces capitaux, on les trouve dans un écosystème beaucoup plus large autour de l'entreprise. Et finalement, la raison d'être, on va y venir un peu plus tard, c'est l'outil stratégique le plus approprié pour définir les frontières de l'écosystème dans lequel fonctionne l'entreprise. Alors, de ce point de vue-là, la raison d'être n'est pas un outil de communication, elle peut le devenir, mais c'est avant tout un outil stratégique, c'est un actif stratégique de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui, de manière peut-être un peu chaotique parfois, la raison d'être est en train de prendre ces lettres de noblesse pour devenir un outil de la création, enfin un outil de développement de la stratégie des entreprises. Je vous remercie Bruno, c'est vraiment, en tout cas pour moi, pour ma part, c'est passionnant, c'est très clair aussi, on voit bien que c'est une dynamique, c'est dans le sens de l'histoire, tout ça. La raison d'être aujourd'hui, elle est fondatrice, et elle doit être fondatrice pour les entreprises, c'est souvent au cœur même de la création aujourd'hui, c'est à la fois une boussole et un garde-fou. Michel Meunier, alors Michel, vous êtes à distance, bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes serial entrepreneur, responsable, aujourd'hui à la tête de Janus France, qui est une entreprise spécialisée dans la serrurerie, la menuiserie et la vitrerie. Quelle est pour vous l'essence même de la raison d'être et surtout quel a été pour vous l'élément déclencheur pour développer la raison d'être au sein de Janus France? Comment avez-vous fait? Alors oui, merci beaucoup de cette invitation et de me permettre de témoigner et de représenter entre guillemets les PME-TPE dans cette dynamique nouvelle. Je suis ravi que ce soit le comité gouvernance du MEDEF qui traite ce sujet parce qu'effectivement, je pense que quand on parle de raison d'être, on va parler, et ça a été dit par Bruno juste avant, de stratégie, mais aussi de gouvernance. Alors l'élément déclencheur, moi je suis passé par le centre des jeunes dirigeants où j'ai appris mon métier d'entrepreneur. Et donc, j'ai été biberonné, si vous préférez, depuis les années 2000 autour du concept de la performance globale, c'est-à-dire, en fait, de regarder l'entreprise différemment. Et ça a été dit aussi sur la capacité à mesurer autrement et différemment les autres capitaux, les capitaux, comme ça a été dit précédemment, ce qu'on appelle le capital immatériel de l'entreprise, et de rechercher dans l'entreprise à quoi elle sert. Et là, on fait aussi du lien à la question. Donc, l'élément déclencheur, c'est d'abord une conviction que la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est un moyen, ça n'est pas une fin, et que l'entreprise doit servir le bien commun et l'intérêt général. C'est-à-dire que l'entreprise est sur un territoire, elle doit aussi, et on le voit bien, plus le territoire est riche, plus le territoire est abondant, plus le territoire se développe, plus les entreprises sur ce territoire se développent. Donc cet écosystème des parties prenantes est quand même relativement important. Donc je vous parlerai de deux choses fondamentales. Le premier, vous avez parlé d'essence. Donc l'essence, c'est le carburant, donc le carburant à mettre dans les entreprises. Et le sens, c'est aussi la direction. Et en fait, effectivement, cette raison d'être, désormais issue de la loi PAC, permet aux entreprises de se redonner du sens, de se redonner de l'action et de se redonner une vision vraiment pour l'avenir, en intégrant effectivement, ça a déjà été dit, mais je le redis, l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire qu'en termes de gouvernance, nous ne pourrons plus dans les années qui viennent uniquement décider à quelques-uns, voire seuls, quand on est dirigeant de PME ou de TPE, à la direction de ces entreprises. Déjà, c'est pas bien de laisser le dirigeant gouverner seul, parce que on peut, quand on est seul, faire des bêtises. Donc, c'est très bien d'élargir aux parties prenantes. Donc voilà, la raison d'être pour moi, c'est la façon de redéfinir un cap, de redonner une vision
à l'entreprise en prenant en considération ce qui a été dit, un monde contemporain qui bouge, qui est bouleversé, des contraintes nouvelles, hein, ça a été dit aussi précédemment, et donc de redonner un sens à l'ensemble des parties prenantes, y compris des collaborateurs, au regard aussi des enjeux de la société, sur le fait, et post-Covid, on le voit bien, aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs veulent trouver du sens à leur vie, ne plus perdre leur vie à la gagner. Et en ce sens aussi, là, il y a quelque chose d'intéressant pour les entreprises, c'est-à-dire en termes de visibilité extérieure, l'affichage de cette raison d'être peut aussi être quelque chose d'extrêmement attractif pour les entreprises. Et dans ce qui a été dit précédemment, effectivement, sur ce qu'on appelle le président du MEDEF, Geoffroy, sur le fait d'être à l'épreuve des faits et à l'épreuve du temps, cette raison d'être, effectivement, va peut-être remettre de la congruence dans les entreprises qui vont devoir, à mon avis, arrêter parfois le greenwashing ou le social washing et des effets d'annonce et être dans de la véracité, de la vérité, du vrai. Et donc, cette raison d'être va s'accompagner, au-delà de cette vision, de valeurs et de volonté forte dont je reviendrai tout à l'heure dans la déclinaison de cette raison d'être en stratégie RSE. Michel, très beau plaidoyer. Mais est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment vous avez fait au sein de Janus France pour mettre en pratique la promesse que vous venez de nous redire? Quel a été le déclencheur, en fait? Comme je vous l'ai dit, le déclencheur, je l'ai brossé rapidement. Nous sommes engagés depuis 2013 dans une démarche RSE avec à l'initiale un outil qui s'appelle le Biome et qui permet de donner à l'entreprise une vision du retour qu'elle fait économique sur son territoire. Donc nous avions engagé cette démarche en 2018. Nous avions eu un retour assez favorable, comme nous sommes sur des marchés, nous, publics, puisque nos clients sont l'État, les collectivités, les bailleurs sociaux. On souhaitait montrer et démontrer à quoi l'entreprise servait son territoire. Et ce résultat-là, en 2018, nous démontrait que quand un client, plutôt public, plutôt d'État, nous versait 100 €, directement et indirectement, par une stratégie d'achat français, d'achats locaux, d'investissement, de gestion des déchets, de traitement de tout ce qui touche à l'environnement, au carbone notamment, à la réduction de la distance kilométrique, faisait qu'on rendait 55 € au territoire. Donc c'est ça vraiment l'élément déclencheur, c'est de se dire, comme l'entreprise, dans la vision qui est la mienne, n'a pas qu'une finalité économique, d'ailleurs l'économie est un moyen et pas une fin en soi, de se dire à quoi l'entreprise sert dans son écosystème pour ses parties prenantes. Et c'est vraiment ça qui nous a engagés. Donc quand la loi Pacte est arrivée, on s'est dit, superbe opportunité, déjà la reconnaissance dans le droit français de la RSE, de mettre comme ça la RSE en demandant aux entreprises stratégiquement de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie. Ça va modifier tous les comportements et toutes les finalités des entreprises, parce que désormais, c'est dans le droit, donc ça devient quelque chose d'obligatoire, alors qu'avant, souvent, la RSE, on le faisait par contrainte légale pour certaines entreprises au regard de ce que vous aviez dit sur les critères extra-financiers. Donc, on faisait quelque chose à côté, et je pense qu'on va aller vers un écosystème beaucoup plus global. Merci Michel. Donc vous voyez, il y a quelques mots qui reviennent régulièrement. Écosystème, donc là c'est vraiment les territoires et puis l'engagement aussi. L'engagement et là on vient d'entendre un chef d'entreprise engagé qui faisait déjà de la raison d'être avant que d'autres en parlent. Bravo Michel. Je vais me tourner vers Dina. Chère Dina, vous êtes présidente donc de l'Institut Veolia. On ne rappelle pas qui est Veolia. C'est un grand groupe coté international qui travaille beaucoup sur les territoires. À mon avis, j'imagine que Veolia doit avoir des liens avec Janus à un moment donné de leur vie, ça c'est sûr. Vous vous êtes doté d'une raison d'être. Pour vous, la raison d'être est-elle la même que l'on soit une grande entreprise ou une petite entreprise? Je rappelle encore une fois que Veolia travaille avec un tissu de PME-PMI très large sur les territoires, pas seulement en France, mais aussi à l'international. Comment inscrivez-vous les choix stratégiques? Bruno l'a rappelé tout à l'heure, hein, la raison d'être peut être un outil de développement de la stratégie de l'entreprise. Et puis j'imagine que, alors là c'est pas un petit tacle, c'est juste un lien avec l'actualité. J'imagine que cette question a naturellement été réfléchie dans le cadre de l'actualité du groupe. Je parle du périmètre du groupe récemment modifié. Bref, qu'est-ce qui vous a motivé
Dina, à vous doter d'une raison d'être. Merci beaucoup Didier. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et toutes. Écoutez, je suis en totale résonance avec ce qui s'est dit là tout à l'heure et notamment ce que disait Michel et aussi sur les frontières de l'entreprise. Effectivement, Veolia, qui est un grand acteur, donc entreprise cotée, 170 000 personnes dans le monde, mais une entreprise donc qui fournit des services essentiels de façon multilocale, donc profondément enracinée dans les territoires, l'eau, les déchets, les boucles locales d'énergie. Effectivement, nous sommes un acteur multilocal très implanté depuis plus de 150 ans. Donc, la raison d'être, nous sommes convaincus que c'est une nouvelle façon de poser la question de l'écosystème et des parties prenantes qui sont très souvent adressées naturellement, spontanément. Et là, c'est l'occasion de définir, de cartographier tous les bénéfices, toutes les interactions de la société, ce qu'on ne fait pas quand même spontanément. Donc, vous l'avez dit pendant le débat sur la loi Pacte et sur le rapport Nota-Sénard qui le précédait, il y a eu la question, mais beaucoup d'entreprises font déjà de la RSE, pourquoi il faudrait faire ça, pourquoi il faut l'inscrire dans la loi? Et c'est vrai, bien évidemment, que la plupart des entreprises ne poursuivent pas qu'un objectif de profit, s'inquiètent de et essayent de faire grandir leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs banques, etc., les territoires et sans doute la société. Mais là, c'est l'occasion de le dire, de l'affirmer. Et c'est comme ça qu'est né quelque part, Antoine Frérot a été précurseur dans ça parce que nous, on a commencé dans des colloques en 2008 à Cerisy-la-Salle avec les Bernardins, avec le Club des juristes aussi plus récemment, à réfléchir à partir du désamour des Français, enfin de la critique du capitalisme financier notamment qui montait, et du désamour en France où on ne comprend pas toujours l'entreprise, on l'aime pas tant que ça dépend, grande et petite. Bon, ça se discute, est-ce qu'on aime les petites mais pas les grandes? Les petites entreprises n'ont pas toujours l'impression d'être comprises. Et une question de légitimité avec l'idée que vous l'avez lu, Antoine Frérot, sur le fait que la doctrine de Milton Friedman qui explicite, et c'était le cas jusqu'à ce que le Business Roundtable rechange sa définition, c'est faux. C'est pas ce que font les entreprises et c'est très dangereux parce que ça donne l'idée que l'entreprise, ça ne sert qu'à un tout petit nombre de gens qui sont les actionnaires et les grands dirigeants, alors qu'une entreprise sert énormément de parties prenantes, que les salariés qui y travaillent, les clients, les fournisseurs, les territoires, et selon son activité aussi, la société tout entière, le monde, la planète. Et donc, il fallait le dire. Vous voyez? Donc, c'est ça l'idée. Pardon, oui. la doctrine de Milton Friedman, est-ce que vous pouvez la rappeler? Oui, c'est que le business du business, c'est de faire des profits. Et que tout Exactement. le reste, on s'en occupera. Et c'est toujours, malgré tout, ça s'est élargi à l'idée que maintenant, OK, il y a une responsabilité sociale et environnementale, mais quand même, c'est un plus, que la base, c'est faire du profit. Alors, c'est battu en brèche, mais malgré tout, c'est très enseigné encore, c'est quand même la doctrine, et donc c'est faux, ça contribue à la financiarisation, mais c'est évidemment qu'une entreprise doit être rentable pour pouvoir survivre et être pérenne, mais son utilité n'est pas là. Et donc, effectivement, comme le disait Michel, la pandémie a bien montré l'utilité sociale de l'entreprise. Antoine Frérot dit souvent qu'on ne se rend compte de l'utilité multipartie d'une entreprise que quand elle disparaît. Et donc, la question était de parler de ça, de montrer concrètement les apports au territoire, aux clients, fournisseurs, à tout le monde, parce que sinon, c'est toute l'économie de marché qui était mise à mal. C'est un danger pour... voilà. Et donc, c'est une occasion de mobiliser l'interne, à la fois de cartographier, de réfléchir à quelle est notre utilité pour différentes catégories d'acteurs, comment on peut la démontrer, et du coup en interne pour donner du sens, et en externe pour donner de la visibilité et de la légitimité dans ce débat. Donc je pense, pour cette raison-là, que ça ne s'applique absolument pas seulement aux grandes entreprises. Bon, on en parlera tout à l'heure, Veolia est allé très loin avec des KPIs, inscrire ça dans les bonus des managers. Donc ça va, nous, notre méthodologie est lourde,
est un peu précurseur et c'est un gros programme sur lequel nous reviendrons. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Je trouve que le fait de cartographier, de se doter d'une raison d'être qui différera pour chaque entreprise, qui redira, qui réaffirmera son utilité principale, qui essaiera de regarder comment ça se traduit. C'est quand même pas évident, hein, même vos 55 euros. Hein, sur ce que vous disiez, aux 55% que vous laissez sur les territoires. Essayez de mesurer ça, de le définir. C'est pas évident, c'est pas toujours facile, c'est une démarche. Vous voyez, donc, pour exprimer ça, pour le porter dans différents domaines, la contribution à la planète, la contribution à la croissance, au bien social, effectivement, au bien commun. C'est quoi pour mon entreprise ici et maintenant et demain? Voilà, c'est quoi ma vision? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas spontané et que se donner cette occasion de réfléchir à sa raison d'être et comment je la définis et comment je la prouve et comment je l'explique à tous mes salariés, c'est quelque chose de très utile pour tout le monde. Merci Dina. Vous voyez que on a un tout petit peu préparé, mais pas beaucoup en fait. Donc tous les propos sont assez convergents. Bruno parlait tout à l'heure nous faisait un petit cours d'économie, en bonne économiste qu'il est, sur la rareté et l'abondance, à la fois de moyens financiers, à la fois de moyens naturels, à la fois de moyens sociaux. Et en fait, Dina, vous venez juste de rappeler que, en fait, la raison d'être, c'est faire coordonner toutes ces différentes ressources pour conduire l'entreprise et remettre l'entreprise là où elle doit l'être. Et c'est la notion de performance plurielle. Hein, c'est pas que de la RSE, c'est de la performance plurielle. On va y revenir tout à l'heure dans les indicateurs de mesure. Business Roundtable, auquel a fait allusion tout à l'heure Dina, c'est un peu l'AFEP-MEDEF américain. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement une préoccupation française, c'est, je pense, un mouvement profond qui est en train de se passer sur la planète. Marie ? Et vous avez raison, Dina, ça concerne tout autant les grands groupes que les TPE. Moi, je vois énormément de dirigeantes, de dirigeants qui créent leur entreprise avec d'abord pour principale raison la raison d'être, donc donner du sens, avoir un impact. Ça, on le sent profondément un peu partout en France, dans les territoires. Bruno, j'ai une question pour vous. On sent bien que la raison d'être, elle est propre à chaque entreprise. Donc, il y a finalement autant de raisons d'être que d'entreprises. Alors, vous, au sein de votre fondation Economics of Mutuality, vous avez défini des catégories, différents types de raisons d'être. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Oui, en deux mots, je voudrais quand même aussi revenir sur deux choses qui m'ont plu dans ce qu'a dit Dina et aussi de ce qu'ont dit Michel. En fait, l'entreprise existait bien avant le capitalisme. Et elle existera bien après le capitalisme, si le capitalisme ne s'ajuste pas. Et le même, quand on dit que la France a un problème avec l'entreprise, en fait, même les anglo-saxons, quand ils parlent d'entrepreneur. Donc c'est un mot français, entrepreneur. Et c'est un mot qui est de plus en plus aimé en France. Hein. Je vois bien l'entrepreneuriat est une forte envie. Donc il y a quelque chose qui est dans la psyché des Français, là, qui montre qu'il y a un lien amical et un lien charnel entre l'entrepreneur et la culture française. Et même quand on monte un peu plus loin, c'est des travaux que j'avais fait avec Oxford, qui est notre partenaire sur ces questions-là, même le mot compagnie, qui marche aussi bien en français qu'en anglais, ça vient du latin companos, qui veut dire la fraction du pain. Et c'est même un geste religieux au départ. La fraction du pain, c'est ce qui s'est passé quand le Christ a institué l'Eucharistie. Donc le but de l'entreprise, c'est faire communion. C'est pas faire profit. Donc même dans les mots qu'on utilise tous les jours, on joue avec des concepts qui montrent qu'on a dérivé. Le but de l'entreprise n'est pas de maximiser son profit. Et la définition que nous avons, on a travaillé beaucoup depuis une dizaine d'années avec la Business School d'Oxford sur ces questions-là. Et c'est avec eux qu'on a d'ailleurs défini le modèle de l'économie de la réciprocité. C'est-à-dire, le but de l'entreprise n'est pas de maximiser son profit, ça passe en but premier, mais le but de l'entreprise, ou la raison d'être de l'entreprise, c'est de développer des solutions profitables et à grande échelle pour des questions de société ou des questions environnementales. Et pas profiter en créant des problèmes. Et quand on prend cette définition qui est assez générique, en fait, on peut l'appliquer à chacune de nos entreprises, parce que c'est un principe fondamental.
Quand on a développé l'idée selon laquelle greed is good, la cupidité c'est bon, ce qui est quand même le slogan de l'école de Chicago des années 70, on a enlevé finalement la substantifique moelle de la raison d'être de l'entreprise. Et en fait, en lui changeant son identité, on l'a rendue moins performante. Et nous, ce qu'on démontre à travers nos travaux, c'est qu'une entreprise qui se dote de cette raison d'être, qui est de dire de développer des solutions profitables et à grande échelle pour des problèmes sociétaux, c'est-à-dire socio-environnementaux, c'est non seulement repositionner l'entreprise dans son rôle initial, qui est de faire communion, mais c'est également lui doter d'outils de performance supplémentaires. Alors, dans nos travaux, voilà, quelles sont les catégories? Il y a 3 grandes familles de raisons d'être. La première, c'est des raisons d'être qui sont descriptives. Je décris ce que je fais. Donc, je développe des produits pour le plus grand nombre. Voilà. Par exemple, si on prend un groupe pharmaceutique, il va dire ma raison d'être, c'est de faire des médicaments pour guérir les gens. Ça, c'est une raison d'être qui est descriptive. Il y a une deuxième catégorie de raisons d'être qui est des raisons d'être fondées sur des valeurs. Donc, qui définit finalement le comment les entreprises fonctionnent. Et il y a une troisième catégorie de raisons d'être qui sont ce qu'on appelle des raisons d'être qui se définissent comme régler un problème sociétal. Et dans nos recherches, c'est les entreprises qui se dotent de cette troisième catégorie de raisons d'être qui sont les plus performantes sur le plan financier, pas seulement sur le plan impact. Donc il y a un lien entre performance en termes de revenus et de profit. Mais pour cela, il y a un certain nombre de changements à opérer. Le premier, c'est l'entreprise doit se décentrer. Elle n'est pas au centre de son écosystème. C'est la raison d'être qui est au centre de l'écosystème. Alors c'est très difficile pour des Occidentaux de s'imaginer ne pas être au centre du monde. Et l'exemple qu'on peut prendre, c'est ce qu'a fait Copernic. Enfin, tant qu'il essayait de comprendre la trajectoire des étoiles et qu'il imaginait que la Terre était au centre du système solaire, ça ne marchait pas. Dès qu'il a fait l'hypothèse que la Terre n'était plus au centre, c'était beaucoup plus simple. Eh bien, c'est un peu, toute proportion gardée, cette révolution copernicienne que doit faire l'entreprise. Il sera beaucoup plus simple d'inventer des stratégies de croissance si on s'imagine ne plus être au centre de son écosystème. C'est la raison d'être. Et de ce point de vue-là, l'entreprise devient en quelque sorte un orchestrateur de l'écosystème et non plus dans des rapports de force. Et c'est là en fait que le capitalisme financier est dévoyé, c'est que le capitalisme financier impose des rapports de force dans l'écosystème. C'est pour ça que la taille compte. Plus on est gros, plus on peut exercer des rapports de force. Lorsqu'on est dans un système de décentrage et qu'on est au service d'une raison d'être qui est commune à beaucoup de parties prenantes, eh bien l'entreprise se positionne comme un orchestrateur. Et c'est là qu'en fait le principe de pouvoir fait place au principe de réciprocité. Et ce qu'on a développé, c'est une théorie qu'on a à la fois développée d'un point de vue académique, mais aussi qu'on a testé dans une 50aine d'études de cas, c'est qu'il est possible, il est relativement facile de copier un produit. Il est relativement facile de copier une stratégie. Il est impossible de copier une relation. Et c'est la relation qui fait la richesse de la création de valeur. C'est ça, à ce niveau-là. Mais ça passe par un décentrage. Okay, et c'est lorsqu'il y a cette idée sur laquelle on place la raison d'être au cœur de son écosystème. Et c'est à ce moment-là en fait, que les parties prenantes deviennent naturellement, se positionnent naturellement comme des étoiles autour du Soleil, comme des planètes autour du Soleil. Eh bien, elles se positionnent naturellement. Et c'est à ce moment-là que la cartographie, dont parlait Dina, devient relativement aisée et qu'ensuite, ce qu'on appelle nous les irritants, les pain points qui apparaissent au niveau des parties prenantes, que ce soit des irritants de type capital financier partagé, capital social manquant, capital naturel, etc., apparaissent. Et c'est à ce moment-là que les interventions de l'entreprise en tant qu'orchestrateur peuvent se mettre en place. Et ce qu'on a démontré, étude de cas après étude de cas, c'est que ce sont les nouveaux vecteurs de performance financière, économique et impact de l'entreprise. Donc 3 catégories de raisons d'être. Et ce que je recommande à chaque entreprise, c'est d'aller rechercher cette 3e catégorie, c'est-à-dire régler le problème de quelqu'un d'autre. C'est ça l'utilité.
Alors, ce que vient de dire Bruno me rappelle mes cours en prépa. J'avais un prof d'histoire géo qui était absolument génial et qui me disait 3 choses. Fais dessiner le monde à un Chinois, à un Européen et à un Américain, le monde n'est pas le même. Pourquoi? Parce que implicitement, la personne qui dessine la map monde la dessine avec le Chinois au centre, l'Européen, l'Europe au centre, et l'Américain, les États-Unis au centre. Et en fait, le monde n'a pas la même tête. Et en fait, les écosystèmes, on pourrait imaginer de dire, dans le décentrage, que si on se centre sur le client et qu'on organise l'entreprise autour du client, de l'écosystème du client, dans un mode d'écosystème à écosystème, à ce moment-là, chaque entreprise a une façon singulière de s'organiser autour de l'impact qu'elle veut obtenir chez le client. Ça a du sens, ça? Ça a du sens, mais on peut imaginer aussi une vision. Je vais prendre l'exemple d'une société que j'ai bien étudiée, qui est Novo Nordisk, qui est une société qui vend l'insuline pour traiter le diabète. Et il y a une dizaine d'années, ils se sont posé la question, c'est quoi la raison d'être de notre entreprise? Alors, ils se sont dit, bon, c'est vendre plus d'insuline, parce qu'en vendant plus d'insuline, on va régler plus de problèmes de diabète de type 2. Et il y a eu cette réflexion en disant, mais ça, c'est quand même très Novo Nordisk-centric. Quid de prendre une raison d'être qui est d'éradiquer le diabète? Ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire que la raison d'être qu'ils ont choisie finalement voulait dire la fin de leur business model d'aujourd'hui. Donc c'est un cas un peu extrême de raison d'être. Et en faisant ce travail, ils ont identifié naturellement des parties prenantes qui étaient bien plus que vendre de l'insuline, parce que le diabète est un problème multifactoriel, naturellement. C'est pas seulement que... Eh bien, je vais aller vite, parce que si vous voulez, je pourrais partager cette étude de cas, mais qui montre qu'en fait, que cette entreprise, en se décentrant, en mettant la raison d'être, qui est finalement éradiquer le diabète au cœur de leur écosystème, ont organisé, suivant les géographies, on ne règle pas le diabète au Mexique comme on le règle au Danemark, comme on le règle en Chine, mais les parties prenantes se sont naturellement organisées comme des planètes autour du Soleil, et ensuite les irritants sont apparus, et aujourd'hui, en choisissant cette raison d'être, non seulement ils ont vraiment fait un pas significatif dans le fait de régler le diabète, non pas seulement en vendant plus d'insuline, mais aussi en organisant les politiques de santé, les politiques de sport, les politiques, etc. Et en fait, ce sont aujourd'hui une entreprise qui récupère, en ayant investi de manière significative dans un écosystème, le retour sur son investissement est considérable. Absolument. Alors, justement, là, on va rentrer dans le concret, sur le comment on fait les choses. Donc, merci pour cette transition. Ça devient incroyablement structurant. Donc, avant de passer la parole à Michel, donc c'est une façon pour Michel de se préparer à la réponse, je vais me tourner vers Dina et lui demander de nous dire un tout petit peu comment ça s'est passé au sein de Veolia. Donc la méthode, le discours de la méthode, concrètement comment ça s'est passé, les zones de frottement, les trucs qui sont bien passés, les trucs qui ne sont pas bien passés. Bref, comment vous avez fait? D'accord. Écoutez, c'était un grand projet qui a impliqué beaucoup de personnes. Évidemment, ça a commencé au niveau du comité exécutif, avec la vision donc de notre PDG, Antoine Frérot, et donc tout le COMEX a travaillé là-dessus. Qu'est-ce que ça impliquerait? Qu'est-ce que ça changerait? Je profite pour dire, par exemple, c'est très intéressant la conversation que vous avez, l'échange que vous avez eu, parce que vous, Didier, vous avez parlé de clients, de tourner l'entreprise, etc. Et le client est une partie prenante. Et bien évidemment, pour l'entreprise, c'est une des parties prenantes majeures, parce qu'il n'y a pas de client, il n'y a pas non plus d'entreprise. Mais ça ne suffit pas. Parce que si ça se trouve, le client veut le produit ou le service au moindre prix, qui ne permet pas de faire correctement les choses vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des salariés, etc. Donc ça ne suffit pas. Il faut le client dedans, mais l'approche raison d'être, c'est plus large que simplement... C'est pour ça que je parlais d'écosystème. Oui, oui, tout à fait, donc dans son écosystème. Alors, comment ça marchait? Donc le COMEX, le conseil d'administration. Il y a eu beaucoup de sessions du conseil d'administration sur la définition de la raison d'être de Veolia. Dans la raison d'être de Veolia telle qu'elle est aujourd'hui, il y a 550 mots. Donc ce n'est pas un slogan. On avait une belle campagne qui était ressourcer le monde, qui est notre mission. Mais ça, c'est pas une raison d'être, c'est pas un slogan. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on se propose de faire? Beaucoup de réflexions là-dessus. Par exemple, donc la première phrase qui est contribuer au progrès humain et à l'atteinte des objectifs du millénaire de l'ONU. Vous la connaissez par cœur, Ça fait 550 mots, peut-être le début. Non, je ne vous la réciterai pas. Mais donc, évidemment,
est-ce que c'est vrai? Alors, progrès, est-ce qu'on parle encore de progrès aujourd'hui? Progrès humain, c'est quoi? Bon, on a vraiment décortiqué ces mots. Ensuite, il y a eu une phase consultative, une plateforme interactive avec des salariés, le top 500, nos 500 managers clés dans tous les pays du monde et 400 jeunes talents. Et donc, on a mis en discussion, c'est quoi la vision, c'est quoi la stratégie, les valeurs, parce qu'on a des valeurs du groupe. Donc, qu'est-ce qu'elles sont pour vous dans cette phase et demain? Donc, on a mis en débat ça et on a pris cette contribution, on l'a versée au dossier. Pardon, Dina, ça a pris combien de temps, tout le processus? Oh, je pense que ça a pris 6 à 9 mois. Ensuite, on a mis en discussion ça avec une instance assez originale dont c'est doté Veolia depuis 2013, qui s'appelle les Critical Friends, c'est-à-dire c'est des indépendants, c'est des personnes très impliquées dans la RSE d'une façon ou d'une autre, et qui sont critiques. Hein, ils ne sont pas dans l'entreprise, ils nous challengent, mais ils sont friends, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas hostiles à l'entreprise. Ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants, exactement. Grand mot très important et très juste. Ils sont bienveillants, mais ils sont critiques. Et donc, 2 fois par an, on les voit et on leur propose des sujets stratégiques. On va développer le segment industriel, on pense aller plus dans les déchets dangereux, comment vous réagissez, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et là, on leur a soumis la raison d'être. Voilà vers quoi on va, qu'est-ce que vous en pensez de la démarche, comment il faut faire. Donc, il y a eu beaucoup d'implications. Ensuite, on a mis en place au niveau du siège un groupe chargé de ça, chargé de mettre en place des indicateurs, d'abord de définir les parties prenantes et ensuite de dire quels indicateurs objectivement mesurables mettra-t-on en face de ces objectifs. Voilà l'objectif pour la planète, pour les salariés, pour les clients. On y reviendra juste après. Ok, très bien. Alors ça, c'est la première phase, c'est de la montée. Mais c'est pas à la limite, je vais vous dire, c'est pas la plus difficile. La plus intéressante, la plus riche, la plus difficile peut-être, c'est de faire vivre cette raison d'être maintenant qu'on l'a. Et donc c'est un énorme travail de communication, de sensibilisation, de management. Bien sûr qu'il y a de la communication qui nous a fait des kits de communication pour les managers formidables, avec les mots pour que chaque manager, il y a des ateliers, on les appelle les ateliers donc de la raison d'être, pour voir, pour vous, ce mot résonne comment? Et vous, à votre niveau, dans votre entité, dans votre partie d'entité, qu'est-ce que vous faites pour contribuer? Choisissez une partie prenante, choisissez 5 parties prenantes, regardez comment vous contribuez à l'utilité du groupe. Donc, c'est une grosse mobilisation. Nous avons également défini dans chacune des entités, il y en a environ 70 purpose officers. Il y a un mot, voilà, c'est des correspondants raison d'être, pour, au niveau local, au niveau de chaque entité, faire vivre cette démarche, parce qu'il faut la faire vivre. Il ne faut pas que ça soit quelque chose, une formulation centrale, et même des objectifs qui déroulent, qui se déploient, sans que les gens, à tous les niveaux, comprennent ce que ça veut dire pour eux, pourquoi c'est une source de sens, en quoi ils contribuent à cette performance plurielle de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est un processus, mais qui continue, et juste que ça aille à tous les salariés. Dans tous les pays. Ce ne sont pas que des mots, hein, c'est transverse. Ah oui, c'est totalement transverse. Et donc, le but, c'est ce que je vous dis, donc à travers ces kits, ce processus descendant, mais très participatif à tous les niveaux, avec les managers qui donc font eux-mêmes des ateliers. Et chacun, on leur demande à ce que les personnes dans cet atelier fassent leur propre atelier pour que ça résonne pour tous les salariés, que ça ne soit pas que des mots. Oui. Donc vous voyez, on est parti de la stratégie. La raison d'être, c'est une opportunité de bien, un outil pour définir sa stratégie. Là, on vient de parler de modèle de management, de modèle d'affaires, de modèle de production, etc. Donc on est en train de redessiner l'entreprise, Marie, là. En tout cas, merci parce que tu résumes bien à chaque fois. Michel, j'ai une question pour vous à nouveau. On voit bien donc la raison d'être, ça définit à la fois l'ADN de l'entreprise, son ancrage et son impact dans l'écosystème. On vient de parler d'un grand groupe, Veolia. Est-ce que c'est plus simple pour une TPE, PME de définir sa raison d'être? Comment vous avez fait, vous? Alors avant, si vous le permettez, je vais rebondir sur les 2 interventions précédentes, notamment sur ce qui a été dit autour
d'entreprendre et de la relation, parce qu'effectivement, quand on revient aux fondamentaux d'entreprendre, entreprendre, c'est prendre avec soi. Prendre avec soi des clients, des fournisseurs, des collaborateurs. Et donc ça, c'est vraiment effectivement le fondement et l'ADN des entrepreneurs et des dirigeants. Deuxième élément, effectivement, je pense qu'on est en train de muter quand on dit redessiner, et ça touche aussi à la gouvernance, quelque chose qui touche à la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes sur un écosystème qui fait que nous allons passer d'une société, moi je le pense, c'est une conviction personnelle, d'une forme de finalité de compétition à une forme de coopération. Hein, et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel que l'on voit dès qu'on questionne ces parties prenantes. Sur ce qu'a dit Bruno, je suis très content de la raison d'être, puisqu'en fait, nous, on répond à un problème sociétal. Donc, ça veut dire que dans les années qui viennent, le choix est stratégique et qu'on va améliorer nos performances, puisqu'elles sont désormais multiples. Quant à la relation, et après, je répondrai à votre question très précisément. Merci. L'écosystème, effectivement, la relation, l'interdépendance, quand on regarde par exemple l'atome du carbone, en fonction de la façon dont on orchestre les atomes, on fait du crayon à papier ou on fait du diamant. Et donc, il y a quelque chose à réfléchir autour de ça dans les entreprises, c'est ce qu'a dit aussi Dina, à réfléchir à mobiliser l'ensemble des acteurs. On peut construire un écosystème qui produit beaucoup, beaucoup plus de valeur quand on est dans un système de coopération. Alors, comment nous avons fait, nous? Alors, d'abord, de dire à tous les dirigeants entrepreneurs des PME, TPE que c'est simple, c'est pas complexe, c'est pas difficile. Et c'est une démarche. Et la démarche, moi j'aime bien cette idée de marche, on la monte en fonction de ses moyens humains, organisationnels et financiers. Il n'y a pas de comparaison, comparaison n'est pas raison entre les grands groupes ou les PME, TPE ou les ETI. Tout le monde peut s'engager dans cette démarche, chacun à son niveau, en étant un colibri, c'est-à-dire en faisant sa part autour de la transformation. Alors nous, chez Janus, alors aussi juste avant de vous détailler les phases qui nous ont permis de mettre ça en œuvre, dire que c'est une conduite du changement. Tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, c'est difficile et c'est long, et c'est un cheminement qui peut être difficile parce qu'on invite l'ensemble des parties prenantes à changer, à modifier les comportements dans la relation notamment pour qu'elle soit une relation différente. Alors comment ça s'est mis en œuvre chez nous? Donc on est 12 salariés, donc la grande chance de pouvoir mobiliser l'ensemble des collaborateurs sur 2 séminaires que nous avons réalisés sur une période de 6 mois. Nous avons pris comme base de fond les objectifs du développement durable de l'ONU sur chacun des axes du développement stratégique, c'est-à-dire l'axe économique, social, sociétal, environnemental, mais aussi la gouvernance. Nous avons regardé en quoi notre entreprise et notre façon de travailler impactaient et devaient être porteurs de sens au niveau des objectifs du développement durable. Nous avons aussi lié ça dans une perspective plus lointaine avec l'ensemble du référentiel de l'ISO 26000. Un petit conseil aussi aux entreprises, se faire accompagner. On ne peut pas faire ça seul dans l'entreprise. Quand on définit une raison d'être et qu'on redéfinit un plan stratégique, on a besoin d'être accompagné par un tiers extérieur qui va venir sur tous ces sujets, nous guider, nous accompagner, pas prendre des choix stratégiques à notre place, mais nous permettre de conscientiser, de bien comprendre les enjeux. Ensuite, cette déclinaison RSE, nous l'avons partagée. On a 15 marqueurs prioritaires sur les 5 axes dont je vous ai parlé, hein, donc économique, social, sociétal, environnemental et gouvernance. 3 marqueurs sur 5 axes égale 15 marqueurs forts. Nous avons fait un questionnaire à l'ensemble des parties prenantes, sans exception. Clients, fournisseurs, sociétés civiles, associations, territoires, politiques, pour définir ce qu'on appelle en RSE une matrice de matérialité, c'est-à-dire pour regarder si, à un moment donné, notre plan stratégique était en lien et en phase avec ce qu'attendent les parties prenantes. Et nous avons réorienté la stratégie pour qu'à un moment donné, elle puisse prendre en considération l'ensemble de ces parties prenantes. Et puis ça, on en parlera tout à l'heure, Michel, sur la stratégie. Oui. Et nous sommes maintenant, du coup, dans le déploiement et la mise en œuvre qui est en cours et qui est en train de se déployer. Et donc, on a une forme, pour terminer, on a une forme, du coup, de congruence aujourd'hui dans cette structuration, quand elle est appliquée et déployée. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait de pouvoir dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et ça, c'est quand même essentiel. Merci Michel. Un beau discours sur la méthode par Michel. Alors je ne sais pas si Michel est entrepreneur ou s'il ne va pas développer un nouveau business, c'est d'aider les chefs d'entreprise à produire leur raison d'être.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une entreprise de 12 salariés, vous aviez cette raison d'être en vous et vous l'avez formalisée. Et vraiment, j'invite toutes les entreprises qui souhaitent le faire à formaliser comme vous l'avez fait. Alors, ça prend du temps et puis vous avez vraiment engagé toutes les parties prenantes. Mais c'est comme ça que ça fonctionne et que ça engage davantage les parties prenantes. Mais je te rappelle, Marie, que dans nos discussions au sein du comité gouvernance du MEDEF, on avait dit à un moment donné que la raison d'être est consubstantielle à la notion d'entrepreneur. Exactement. Donc, merci d'illustrer ça, cher Michel. Je vais me retourner vers Dina maintenant qu'on a à peu près dessiné la raison d'être, pas seulement comment on la fait vivre, mais comment on la mesure. Donc, je vous invite à tous à regarder le livret de la raison d'être sur le site de Veolia, qui est remarquablement bien fait. Merci. Et il y a toute une petite section sur les indicateurs. Alors, de mémoire, il y en a 18. Sur les 18, il y en a 13 qui tapent les objectifs de développement durable de l'ONU dont Michel a parlé tout à l'heure. Donc c'est incroyable. On peut être une TPE, une PME et comprendre qu'il y a 17 objectifs de développement durable de l'ONU et d'inscrire sa raison d'être par rapport à cela. Vraiment, là, on est dans la bonne définition du monde global, n'est-ce pas, Bruno? Pour revenir à Veolia, est-ce que, Dina, vous pouvez nous parler un tout petit peu de ces indicateurs et puis de voir comment on mesure et puis finalement, comme on a parlé de modèle de management, comment on corrige des comportements de leadership, des process de management pour atteindre les objectifs? Merci. Oui, j'étais vraiment ravie de voir cette convergence sur la notion, vous voyez, pour une petite entreprise ou une grande, effectivement, en quoi il y a une espèce de langage international qui est celui de l'objectif du développement durable, qui a suivi les objectifs du millénaire, réduire la pauvreté, amener l'éducation, etc. C'est à tous les niveaux, de toutes les tailles, on peut y contribuer. Donc nous aussi, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc nos différentes parties prenantes et on a regardé quel objectif on se donnait par rapport à eux. Donc, être impliqué socialement, être éthique, contribuer à la réduction aux gaz à effet de serre, faire grandir, donner des conditions de vie décentes, bien évidemment, et faire grandir les salariés, offrir un très bon service aux clients et le mesurer par des différents moyens. Donc, on a d'abord fait les objectifs, on a 18 objectifs. Et ensuite, donc déjà, il fallait les formuler pour qu'elles soient raisonnables et en même temps ambitieuses. Mais après, il fallait donner des indicateurs objectifs, mesurables et auditables par un tiers. Ça, nous, on a dit ça. Donc, on a dit, on va se doter d'indicateurs, on va les publier et on va demander à un auditeur extérieur de venir voir où est-ce qu'on en est. C'est une trajectoire. Donc, tout ceci, toute cette raison d'être accompagne le plan stratégique 2023 et donc on se donne des indicateurs aujourd'hui et on se donne une trajectoire pour 2023. Donc on en a 19. Donc il y en a certains, c'est assez, vous voyez par exemple pour les salariés, combien d'heures de formation on leur promet, combien on donne aujourd'hui, combien on aura en 2023. Pour la contribution au territoire, comment on mesure ça? Donc on travaille avec, je pense qu'il s'appelle Utopie, avec une entreprise. C'est pas évident, hein? Vous le connaissez, Marie. Utopie avec Elisabeth Laville. Exactement. Pour essayer de mesurer ça, parce que c'est pas évident. Oui, bien sûr, il y a les salaires en local, il y a les achats, tout ce que vous avez dit. Bon, est-ce qu'on peut mesurer ça autrement? Donc voilà, les gaz à effet de serre, le recyclage des plastiques. Donc on en a 19 comme ça. Alors après, c'est une question à la fois d'alignement des objectifs des managers et de pédagogie. Les deux. C'est-à-dire, c'est entré immédiatement dans le calcul de la rémunération variable du top 500, des membres du comité exécutif, avec des pourcentages différents, mais par exemple, chacun doit s'engager sur jusqu'à 5, et en moyenne, c'est à peu près 3 objectifs, indicateurs pour les faire progresser d'ici 2023, et c'est regardé tout le temps, chaque année. Donc, il y a la santé et la sécurité au travail qui est obligatoire pour tout le monde. Et puis, choisissez, on leur demande de choisir 2 ou 3 ou 4 autres
objectifs qu'ils vont poursuivre et c'est dans la part quantitative de leur rémunération variable. Donc, et ça va être étendu. Donc déjà, vous voyez, c'est pas que des mots, ben non, ça va impacter. Bon, après, il y a toute une pédagogie très intéressante, c'est pour ça que je disais que c'est l'occasion de. Par exemple, il y a dans ces ateliers dont je vous parlais tout à l'heure, dans ces ateliers managériaux qui cascadent au sein de l'entreprise, on leur a fabriqué une espèce de matrice qui donne les parties prenantes et on demande à chacun de prendre leur grand contrat ou leur grand projet, si c'est pas du business, hein, une fonction centrale, et de regarder colonne par colonne comment ce projet contribue en matière de résultats, en matière d'environnement, en matière de faire grandir les salariés, en matière de fournir un service aux clients, en matière d'ancrage territorial et peut-être de contribution effectivement, comme disait Bruno, à réduire le diabète ou à réduire l'inégalité homme-femme, à fournir des services essentiels en matière d'assainissement. Comment est-ce que mon projet contribue à chaque niveau? Et il y a des fois où c'est très facile, hein, on coche des cases très facilement, mais il y en a où on ne s'est jamais posé la question. Mon projet, il est très bien, et donc il répond à l'environnemental, au financier, au social, etc. Mais est-ce que je suis bien en lien avec des associations dans mon territoire? Est-ce que je me suis posé la question? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus dans ce domaine-là? C'est extrêmement... Voilà, donc tout le monde est encouragé à aller davantage vers l'ensemble de ces parties prenantes qui ont été définies par chacun. Marie? Non, mais c'est passionnant, c'est concret. Vraiment, merci beaucoup, Dina, hein, pour toutes ces informations. Le fait qu'il y ait aussi un variable dans la rémunération lié aux objectifs, ça compte. Michel, j'ai encore une question, une question pour vous. On le sait, hein, votre entreprise, elle est engagée. D'ailleurs, j'invite tous les participants et participantes qui nous écoutent d'aller sur votre site janusfrance.fr parce que vous détaillez de façon très précise les engagements qu'a pris votre entreprise et notamment via des infographies. On l'a dit tout à l'heure, votre stratégie est construite tout autour de votre raison d'être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Michel? Oui, mais merci beaucoup. Et donc, effectivement, je vous le disais, une fois que nous avons défini notre raison d'être, nous avons élargi dans le cadre de la RSE à définir d'abord nos valeurs, hein, c'est-à-dire ce qui va animer. On a 4 valeurs fortes qui nous animent. Et ensuite, nous avons transcrit sur les 5 axes 15 marqueurs prioritaires. Hein, donc, pour vous donner et répondre et rebondir sur ce que vous disiez, sur l'axe sociétal, par exemple, on se veut être promoteur de la transition écologique, c'est-à-dire à un moment donné, pouvoir aussi permettre de montrer et démontrer ce que l'on fait. Et effectivement, on l'a fait grâce à la chaîne YouTube. On a publié quelques vidéos pour montrer éventuellement à nos parties prenantes, mais aussi à des entrepreneurs et à des jeunes aussi. On intervient beaucoup en lycée et en école. Ce qu'on pouvait faire en tant que PME, TPE sur un territoire quand on se développait. Ensuite, dans cette démarche-là, nous, comme nous sommes devenus société à mission, on a été un peu plus loin que la définition de la raison d'être, qui est une démarche volontaire. On a voulu s'engager de façon extrêmement forte. Nous avons été reconnus le 18 juillet 2020 dernier comme société à mission par le greffe du tribunal de commerce. Donc ça, c'est le 3e étage de la fusée. Il y a d'abord la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. 2e, la raison d'être, qui est optionnelle. Et puis, pour aller un cran au-dessus, ce que vous avez fait, la société à mission. Voilà, et c'est ce que disait Bruno, remarquez, quand il définit ces 3 façons d'avoir la raison d'être entre le descriptif, les valeurs et le problème sociétal. La société à mission, elle est dans cette 3e raison d'être. Donc c'est tout à fait en lien avec ce que nous avons fait. Donc, dans ce cadre-là, nous avons mis en place un comité de mission, donc un conseil des parties prenantes élargi, et puis nous nous sommes fait auditer à blanc par un tiers, un petit peu comme ce qu'a fait dans le témoignage d'Ina pour Veolia. Donc, nous nous sommes fait challenger par le cabinet de Saint-Front qui est venu auditer et regarder s'il y avait un alignement entre ce qu'on déclarait et ce qui était une réalité dans nos actions. Et pour aller plus loin sur les indicateurs, nous nous sommes mis aussi une contrainte extrêmement forte puisque nous sommes partis sur le biais de la triple comptabilité ou de la comptabilité universelle et nous avons aussi missionné encore une fois le cabinet de Saint-Front pour pouvoir définir la mesure du capital immatériel autour d'indicateurs tels que celles que Dina vous a parlé, c'est-à-dire, pour vous donner des exemples concrets, on prend sur l'axe par exemple le mécénat, sur l'axe sociétal, les impôts que l'on verse,
Le chiffre d'affaires qui est lié aux critères RSE, donc ça c'est assez intéressant puisque comme nous répondrons à des marchés publics, on le voit, la mutation de l'économie fait que de plus en plus, on va voir des critères RSE arriver dans les marchés publics. Là aussi, il y a du lien à faire entre les grandes entreprises et PME, TPE, parce qu'on le voit, les grandes entreprises très enclines à cette question RSE, souvent demandent à leurs fournisseurs PME, TPE de s'inscrire sur des sites. Il y a un site internet qui le fait très bien, je ne veux pas faire de sa publicité, mais et qui demande aux entreprises d'avoir cette démarche. Donc cette démarche-là, elle est quand même essentielle parce qu'elle permet aussi de pouvoir répondre aussi bien à des marchés publics que privés. On a l'énergie, la gestion de l'énergie, toutes les dépenses qu'on fait pour la transition écologique et la transition énergétique, le transfert de notre parc automobile en véhicules électriques, ben ça, ce sont des éléments qui sont pris en considération. La gestion des déchets, le tonnage, mais aussi le recyclage en filière 7 flux, les gaz à effet de serre. Sur la partie de nos salariés, nous mesurons les absences, l'investissement en formation, le nombre de salariés dans son développement en équivalent temps plein, si on fait plutôt du CDI, du CDD, si on sous-traite, les accidents de travail, tout ce qu'a dit Dina, on le fait, mais nous, on a voulu vraiment transférer ça dans notre premier rapport qui sortira fin d'année, puisqu'on clôture l'activité économiquement au 30 septembre, et on veut avoir vraiment une mise en œuvre d'une comptabilité universelle qui nous permettra de mesurer la performance de l'entreprise autour, certes, des états financiers, du bilan qu'on connaît aujourd'hui, mais d'aller vers la mesure du capital immatériel pour avoir une vraie valorisation globale. Et la réduction, par exemple, puisque nous, sur l'axe environnemental, on vise la neutralité carbone en 2030, donc on se met la barre relativement haute, mais ça... Alors ça aussi, je ne l'ai pas dit et j'en profite pour le dire parce que c'est intéressant. Quand on fait ce travail dans les entreprises, on s'aperçoit, quand on fait cette définition de ces raisons d'être et qu'on la décline, en fait, qu'on redéfinit globalement à quoi l'on sert, ce que l'on veut servir sur son territoire, et donc on s'ouvre à des nouveaux modèles économiques. Et donc nous, cette démarche nous a par exemple permis d'ouvrir un site en ligne à destination des particuliers, de développer une activité en faveur des particuliers qu'on ne faisait pas avant parce que ça résonnait bien avec notre raison d'être. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait dans la déclinaison aujourd'hui de cette stratégie mise en œuvre. Bon, impressionnant, hein. Bravo. Je ne sais pas si Janus peut inspirer Veolia, Veolia peut inspirer Janus, mais il y a des belles pratiques à partager. Ce sont des idées circulaires, en tout cas. Ah, absolument. On est déjà dans l'économie circulaire au MEDEF. C'est fantastique. Avant de passer aux questions-réponses, et je vois déjà sur mon mobile que Inès m'a envoyé quelques questions, je voudrais me retourner vers Bruno. Et puis, finalement, tout ce qu'on a entendu invite les entreprises à se dépasser, et que c'est en se dépassant qu'on performe mieux. Et finalement, au cœur de la Fondation Economics of Mutuality que vous présidez, vous allez naturellement beaucoup plus loin que la simple définition de la raison d'être. La quête de sens est au cœur de votre modèle. Finalement, si on réconcilie les valeurs, moi je me souviens chez IBM, on avait fait en 2003 un jam. Un jam, c'était une grande consultation électronique. Vous savez, c'est comme dans des concerts de jazz, on donne une note et puis chacun joue. Et en fait, c'est juste incroyable. Il n'y a pas de partition, mais le rendu est juste superbe. Et nous, on avait fait un value jam où on avait consulté les 400 000 collaborateurs d'IBM et on était revenu sur 3 valeurs. Le client, l'innovation, la responsabilité. Je l'ai fait, elles sont un peu plus compliquées que ça, mais elles sont un peu plus sophistiquées que ça. Et ce qu'on a fait juste derrière, l'année suivante, c'est qu'on a regardé les 13 process clés de gestion d'IBM et on s'est dit, est-ce que ces process sont en ligne avec les valeurs? Je vous en donne juste un. On a un process dans la maison, on avait un process dans la maison où les notes de frais étaient surcontrôlées, c'est-à-dire qu'on vérifiait tout, etc., pour une parfaite intégrité. Si vous vérifiez tout a priori, où est la confiance? Donc on a modifié le process, on fait confiance, ça n'empêche pas les audits, et si on se fait prendre la main dans la confiture, on est dehors dans les 10 minutes. Mais donc vous voyez, on peut modifier des process de gestion par la mise en place, par la définition des valeurs, et ces valeurs sont définies par les collaborateurs. Donc, je reviens vers Bruno qui nous invite à ouvrir un tout petit peu cette raison d'être. On a parlé de stratégie, on a parlé de business model, etc. Est-ce qu'on pourrait quelquefois aller un tout petit peu plus loin?
Merci pour le contexte. Je pense que le point que nous, on a développé dans ce modèle économique qu'on a appelé l'économie de la réciprocité, pour expliquer justement que les rapports de force fonctionnent, mais les rapports de réciprocité sont supérieurs. C'est un peu comme l'esclavage est un modèle économique qui a très bien fonctionné. Oublions la dimension morale. Mais c'est sûr, c'est vrai. Il a très bien fonctionné. On a construit des empires avec l'esclavage. Simplement, c'était une gestion épouvantable des capitaux humains et capitaux sociaux. À partir du moment où l'esclavage a été aboli, eh bien finalement, ça a correspondu avec une période de croissance. Donc, je ne veux pas faire exactement le même parallèle, hein, mais malgré tout, le capitalisme financier fonctionne. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il fonctionne. Mais ce n'est pas parce qu'il fonctionne qu'il n'est pas sous optimum. Et là, on est dans un moment où finalement le contexte rend finalement pratiquement obligatoire cette redéfinition de ce qu'on appelle le capitalisme. Et ce n'est pas, comme diraient les Anglais, un nice to have. Ce n'est pas du tout une question qu'on va régler le vendredi après-midi, c'est fondamental. Les entreprises qui s'engagent dans cette transformation vont survivre et prospérer. Celles qui ne s'engagent pas dans cette transformation vont disparaître. C'est simplement une question de survie de l'entreprise. L'entrepreneuriat continuera à fonctionner parce que c'est une dimension liée à la nature humaine, mais le modèle capitalistique financier est un modèle qui est fondé sur une idéologie, un peu comme le marxisme. Le marxisme s'est effondré en 89, et bien, le capitalisme financier est en train de s'effondrer. Donc c'est une réalité profonde. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aller plus loin ? Alors, il y a deux choses. Naturellement, j'ai essayé d'expliquer au début, la raison d'être, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un outil de communication, c'est même ce qui caractérise l'ADN même de l'entreprise. Et donc, c'est ce qui est le vecteur de la stratégie. Alors, il y a deux notions pour moi qui doivent être intimement liées. C'est la dimension de est-ce que la raison d'être est inspirante ? Et puis, est-ce qu'elle est engageante ? Alors, l'inspiration, ça passe quand même par le fait de ce que j'expliquais tout à l'heure, le décentrage. Et nous, je profite de dire quand même que Economics Community, c'est une fondation, naturellement, parce qu'on promeut l'éducation, la recherche, mais c'est aussi une société d'accompagnement dans la stratégie d'entreprise. Et on travaille principalement aujourd'hui avec des grands groupes, et également des fonds de private equity, principalement américains, pour transformer l'entreprise au sein même de ses portefeuilles. Et on accompagne l'entreprise dans leur raison d'être. Donc on les aide à trouver une raison d'être qui soit dans la troisième catégorie, celle qui règle un problème sociétal, et pas seulement quelque chose qui nous fait plaisir, en parlant de nous. Non, si on veut avoir une vraie raison d'être, c'est une raison d'être pour les autres. Il faut que les autres puissent se reconnaître dans la raison d'être. Donc cet accompagnement est très important, mais il doit aussi, c'est un peu comme le verbe doit s'incarner. Si le verbe reste juste une communication, il doit devenir tellement réel que même tous les processus de gestion doivent être imprégnés de cette raison d'être. Et moi, j'ai une formation de financier au départ. J'ai commencé ma carrière comme directeur financier. Et j'ai toujours pensé que les chiffres sont aussi porteurs de sens, comme les mots. Et c'est les deux. On a besoin des mots et on a besoin des chiffres. Et la comptabilité, c'est une convention sociale. Alors, il y a trois types de comptabilité. Il y a la comptabilité, ce qu'on dirait le management account en anglais, c'est-à-dire la comptabilité, les comptes de résultats, qui sont des outils de gestion. Okay. Après, il y a la comptabilité de la valorisation, qui sont des outils pour les investisseurs. Et puis, il y a la comptabilité pour le reporting, qui sont des outils pour les gouvernements, pour les régulateurs. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vais vous parler de ça, c'est la comptabilité analytique, c'est-à-dire les comptes de résultats. Et lorsqu'on parle de comptabilité, ce que nous, on propose dans notre méthode, c'est une redéfinition de ce que c'est le profit. Rappelez-vous, la question m'a été posée en 2006, que doit être le juste niveau de profit ? Ben, la réponse, ce n'est pas un profit financier. C'est ce que j'appellerais un profit mutuel. Et ce profit mutuel n'est pas du tout fondé sur un principe de triple bottom line ou de comptabilité triple. Ça, j'ai un souci par rapport à ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui apporte de la schizophrénie dans l'entreprise. Il y a comme s'il y avait un compte de résultat pour les actionnaires, un compte de résultat pour les ONG et un compte de résultat pour les syndicats. Et en même temps, c'est comme si on avait trois langues, mais qui n'ont pas de processus de traduction entre eux. Moi, je propose un single bottom line, donc un profit qui intègre les externalités positives et négatives que l'entreprise crée sur une période de temps, sur son écosystème.
Et ce modèle de comptabilité, ça veut dire que le profit, c'est un ajustement de profit, c'est un profit ajusté. Et à mes yeux, et on le démontre étude de cas après étude de cas, quand on redéfinit le niveau de profit, on réintègre la notion d'alignement. C'est-à-dire qu'un des grands soucis des dirigeants aujourd'hui, en particulier dans les grands groupes, mais aussi dans les plus petites boîtes, c'est d'avoir un niveau d'alignement entre la raison d'être, les pratiques managériales et la profitabilité. Et ce qu'on propose, et c'est comme ça que je pense que la dimension de l'engagement est très importante, c'est qu'à partir du moment où le niveau de profit, où le calcul du profit intègre les externalités négatives et positives que l'entreprise a générées sur son écosystème, définies par raison d'être, alors on est dans un modèle de gestion qui est aligné. Et à ce moment-là, effectivement, les bonus ou les intérêts des employés ou du management est une fonction du niveau de profit ajusté. Donc les deux questions à laquelle je souhaitais répondre, c'est-à-dire l'inspiration, oui, attention, l'inspiration doit rester dans cette vision de régler le problème pour quelqu'un d'autre. Ça correspond d'ailleurs à la nature humaine. C'est comme ça qu'on est il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Un modèle qui est fondé sur le donner et recevoir est plus puissant qu'un modèle qui est fondé sur acheter et vendre. Ça fait partie de la nature humaine. Moi, j'avais fait une étude il y a quelques années qui montrait qu'un tiers seulement des comportements en tant qu'être humain est fondé sur la maximisation de sa propre utilité. Quand on fonde une famille, ce n'est pas du tout un projet économique viable. Okay, mais en même temps, ça fait partie, on vit pour ça. Donc, c'est aussi réintégrer la dimension anthropologique de l'homme dans la fonction entreprise. Et en fait, ensuite, il y a des mécanismes de retour sur investissement qui se mettent en place. Peut-être la deuxième chose que je voudrais dire, j'ai encore une minute, c'est que donc ça change fondamentalement la dimension de la finance. La finance ne doit plus être liée seulement au capital financier pour une partie prenante, mais doit être multiples formes de capital sur différentes parties prenantes. Mais il est possible d'ajuster les modes de construction du profit pour aligner raison d'être et pratique managériale. La deuxième chose, mais je n'ai pas le temps d'y revenir, c'est aussi un formidable moyen de redéfinir la construction des marques. Absolument. Mais ça, j'y viendrai peut-être un peu plus tard dans les questions. Absolument. Le marketing va être profondément changé. On va passer d'un marketing qui est fondé sur la promotion et la publicité vers un marketing qui est fondé sur la prescription. Je suis bien d'accord. Le CMO que je suis confirme. Sinon, on n'a plus de job. Juste peut-être passer aux questions-réponses, si tu veux bien, Marie. Oui, je te laisse la première. On a fait un tour d'horizon assez complet. Il y a encore beaucoup de chemin devant nous. Il y a une dimension politique quand même au sujet, parce que c'est dans quelle société veut-on vivre. Et puis il y a aussi en pointillé une petite dimension spirituelle, mais qui appartient à chacun. Marie. En tout cas, ça fait du bien d'entendre Oui. vos témoignages et puis vous formez un trio qui était très complémentaire avec du recul, avec vous Bruno, les grands groupes avec vous Dina, et puis Michel pour les plus petites entreprises. Donc merci à vous trois, c'était vraiment passionnant. On va passer effectivement aux questions que nous a envoyées Inès Jadjour. Première question, avez-vous ressenti un facteur d'attractivité vis-à-vis des talents des salariés pour les entreprises qui ont défini une raison d'être? Est-ce que c'est effectivement un facteur d'attractivité pour la marque employeur? Qui veut répondre? Allez, réponse brève. Oui. Je veux bien. Ça, c'est bref et Oui. efficace. Oui, c'est en positif et en négatif, c'est-à-dire absolument, oui, on sent que cette dimension, on nous le dit, hein, sur les jeunes, mais aussi sur les moins jeunes, cette histoire de sens, etc., et que la performance n'est pas que financière, et pourquoi ils viennent chez vous. Donc oui, on le sent dans les questions que posent les gens, et dans l'intérêt, d'ailleurs, qu'ils éprouvent pour notre entreprise à cause de ça, et en négatif, si on ne le fait pas, tout le monde sait d'ailleurs, Bruno, je pense qu'il en parlait, si on ne le fait pas, c'est tellement dans l'air du temps. Les financiers, ils viennent, ils parlent beaucoup plus de finances vertes qu'ils ne la font vraiment, mais ça vient quand même. Et donc oui, on pense que c'est un facteur d'attractivité clé pour les générations à venir. C'est 87% des salariés qui recherchent du sens dans leur travail. Donc, Bon, alors après, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font vraiment, parce qu'on a des choix à faire, etc., c'est toujours ça, le ranking de ce que tu as raison. Oui. Mais c'est quand même, c'est la tendance. Même si aujourd'hui, des gens sortent des grandes écoles et ne vont pas forcément aller dans une entreprise à mission ni la créer, etc., il y a toujours l'attirance vers des jobs de puissance et des jobs bien payés. Enfin, vous voyez, et ce monde-là,
qui existent. Néanmoins, on sent progresser dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes sur les motivations des jeunes pour les générations jeunes et futures. C'est évident que cette question de sens et comment je contribue à un monde meilleur parce qu'il ne va pas très bien, comment on va faire? Eh bien, je pense que oui, c'est une question clé. Merci Michel. Merci Dina. C'est Michel. pas grave, c'est tout comme. Mais Oui. vous dites tellement la même chose tous les deux que je vous confonds. Oui, alors, petite anecdote, notre dernier collaborateur, qui est en fait une collaboratrice qui nous a rejoint et qui va prendre la direction RSE de l'entreprise, a découvert la transformation de notre société en raison d'être sur une petite vidéo qu'on avait publiée quand on est devenu société à mission en juillet dernier. Elle a depuis quitté son entreprise et elle a rejoint Janus parce qu'elle voulait donner du sens à sa vie et du sens à son travail. Voilà un exemple très concret d'attractivité. Quand vous annoncez clairement qui vous êtes, ce que vous faites, avec des valeurs associées, vous êtes demain une attractivité pour les collaborateurs et les compétences et les talents dont on aura besoin demain. C'est sûr et certain. Et ça s'est renforcé en plus avec la crise, hein. Il y a vraiment un besoin de sens, notamment des collaborateurs. Bruno, commentaire? Alors, moi, 2 commentaires rapides. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, quand j'enseignais justement en école de commerce, je posais la question quels sont ceux d'entre vous qui pensent que le but de l'entreprise, c'est maximiser son profit? C'était environ 3/4. Aujourd'hui, et je parle en école de commerce, donc pas en sociologie, pas en psycho. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Donc, il y a déjà cette tendance lourde que les employeurs savent que simplement leur rémunérer financièrement leurs employés est important, mais ça devient presque secondaire. Ouais. Maintenant, il y a un élément également de génération. Dans le sens, là, les millennials, c'est la génération Z qui monte, c'est leur préoccupation numéro 1. Et moi, j'emploie pas mal de gens maintenant qui viennent. Et les premières questions qu'ils me posent, c'est pas leur carrière, c'est pas la progression, c'est justement dans quelle mesure finalement les travaux qu'on fait ont du sens. Maintenant, moi, je voudrais quand même mettre un bémol parce que malgré tout, cette quête de sens, elle correspond aussi à un dysfonctionnement de la société et que les entreprises ne peuvent pas seules répondre. C'est vrai qu'il y a une quête de sens. L'être humain a une recherche d'identité et une quête de vocation. Ça fait partie de l'aventure humaine. Et les êtres humains sont un peu comme des arbres qui vont chercher dans la terre de quoi se nourrir. Et lorsqu'il n'y a pas de nourriture d'un côté, ils vont chercher de l'autre. Et malheureusement, l'entreprise ne peut pas combler tous les dysfonctionnements de la société. Absolument. C'est pour ça que j'évoquais le sujet, la dimension politique de notre discussion, voire la dimension spirituelle parfois. Je voudrais juste revenir sur une question qui nous est posée là, parce que quand vous disiez c'est secondaire, les aspects financiers. Important, j'ai dit. Important. Non, mais donc quand vous avez posé les questions à vos étudiants, ça arrivait en second. C'est secondaire, mais dans cette maison, sinon on se ferait attraper par le président de cette maison, c'est quand même primordial. Parce que il faut les deux. Hein, et toute la discussion qu'on vient d'avoir, si jamais vous aviez compris que c'était au détriment de la performance économique, toute notre discussion tombe par terre parce que la performance économique, elle est primordiale pour pouvoir développer tout ce qu'on dit là. Je dirais même l'inverse. Vas-y. Je pense que c'est parce que ça, c'est un biais que je voudrais personnellement corriger. Bien sûr. C'est pas la performance, ensuite le partage. C'est le partage qui est un moteur de création de performance. Exactement. C'est dans l'autre sens. Parce qu'on a toujours cette vision fausse qui veut dire je crée de la richesse et après je la partage. Ça marche, mais c'est beaucoup moins efficace que si le partage est le moteur de la création de richesse. Absolument, absolument. D'ailleurs, alors c'est fantastique opportunité pour la question qui nous est posée. Quid des actionnaires? Comment sont-ils alignés sur la raison d'être? Comment les maintenez-vous au courant du sujet? Alors, Michel, je ne sais pas si vous avez des actionnaires, vous avez certainement des partenaires, mais vous êtes peut-être des actionnaires, même dans une petite entreprise, il y a des actionnaires. Comment vous faites avec eux avant que Dina nous raconte, nous donne le point de vue de Veolia? Oui, juste avant, je rebondis sur le propos de... Ça, Michel, il est toujours comme ça. Il rebondit sur le propos précédent et après il répond à la question, mais c'est ça une conversation. Exactement, et merci beaucoup d'accepter ce principe d'intervention. Bien sûr. Oui, moi je suis convaincu, comme Bruno l'a dit, qu'il faut sortir de la seule vision que d'abord on gagne de l'argent et ensuite on fait un peu de social, de sociétal ou d'environnemental parce qu'on a gagné de l'argent. C'est fini ce temps-là. Le temps, c'est d'avoir une démarche RSE et d'intégrer ça dans un écosystème global. Et à partir de ce moment-là, il s'est démontré, et Bruno l'a dit, quand on a ce mode-là, on aura une performance économique beaucoup plus forte. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est quand même en train de bousculer
de bousculer les enjeux. Alors sur les actionnaires, alors, on est 2 actionnaires dans l'entreprise, avec une possession pour moi 95% du capital. Et justement, cette question, elle est fondamentale parce qu'on est en train de réfléchir à la gouvernance et notamment à ce que notre holding devienne peut-être une fondation action. Et c'est le comité de mission, du coup, qui vient rééquilibrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette gouvernance en comité de mission, il n'y a pas de décision d'action qui sont prises sur les grands investissements notamment sans avoir consulté le comité de mission qui devient en fait une partie prenante de la gouvernance. Qui est votre comité de mission, pardon, Michel? Alors, vous l'avez constitué comment? Alors, dans le comité de mission, nous avons 3 salariés, nous avons 2 fournisseurs, nous avons un prospect, enfin un client qui n'est pas un client, qui pourrait être un client, qui en directeur du développement durable dans le logement social. Et pour la partie environnementale, nous avons la directrice générale de l'association Auré, qui vient représenter la planète et l'environnement, parce que souvent, c'est ce qui est oublié en termes de gouvernance, c'est qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un nous dise hey, vous oubliez la biodiversité, et vous oubliez la neutralité carbone, et vous oubliez le changement climatique. Et donc, on se fait challenger par des tiers de confiance. Michel, là, tout à l'heure, Bruno parlait du marketing de prescription, etc. C'est assez fort de mettre un prospect dans le comité de mission. Et quand il sera client, il sera remplacé par un autre prospect? Oui, on l'espère. On l'espère. C'est de l'acquisition de clients. Et peut-être même qu'il ne deviendra pas client, et c'est pas gênant en soi. Non, mais je vous taquinais. Dina, oui, non, chez mais Veolia. C'est tout à fait juste. Il s'agit de faire comprendre que c'est une performance plurielle. Donc, en aucun cas d'oublier la performance économique et financière. Et bien sûr que la plupart des investisseurs actionnaires sont intéressés par ça et par le dividende. Et bien évidemment, on parle de la construction de cette rentabilité pérenne. Mais justement, l'important, c'est d'expliquer le côté pluriel de la chose. Donc, on part bien sûr pour des performances économiques et financières de l'entreprise et du dividende. Néanmoins, on explique, et donc ça c'est un parti pris depuis le départ, comme on parle de performances plurielles dans nos rapports d'activité, dans nos assemblées générales, on parle des autres dimensions. On ne les oublie pas, c'est pas juste à côté d'eux. On parle de la progression des indicateurs dans les différents domaines. Donc, on les sensibilise. Il y a beaucoup d'actionnaires qui sont très intéressés par ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que les analystes, est-ce que les fonds sont aussi intéressés par ça? Il y a là aussi un mouvement. D'abord, c'est quand même la performance économique et financière. Évidemment, mais de plus en plus, on est interrogé, c'est ce que vous disiez tous, par les agences de notation, par les conseils en vote, par les investisseurs et les fonds et les grandes institutions. Et alors, où est-ce que vous êtes dans vos émissions carbone? Comment vous contribuez la réutilisation? Voilà, où est-ce que vous en êtes de cette trajectoire climatique? Qu'est-ce que vous faites? Surtout si on est dans le métier de l'environnement. Donc, c'est vraiment les deux. C'est une partie prenante clé. S'il n'y avait pas de financement, s'il n'y avait pas de fonds, il n'y aurait pas d'entreprise non plus. Donc, ce n'est pas du tout pour oublier les actionnaires. Mais c'est pour dire, donc voilà la performance. Mais même eux sont intéressés par la performance plurielle pour la pérennité de l'entreprise, pour sa légitimité d'agir dans le futur. Et ensuite, on leur explique les autres dimensions de la performance. Merci Dina. On arrive au terme de cette table ronde. Alors, ce qu'on voudrait faire avec Marie, c'est partager avec vous. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous inviterai chacun, donc Dina, Bruno, Michel, à conclure avec juste un sujet, verbe, complément. Donc, comme ça vous donne le temps d'y réfléchir. Sujet, verbe, complément. Marie est encore plus cash, un mot. Mais on peut aller jusqu'à 3. Sujet, verbe, complément. Voilà, par rapport à toute cette discussion qu'on vient d'avoir. Et on va partager avec vous le résultat d'une petite réflexion en commun que nous avons eue sur la raison d'être par rapport à la façon dont on la vit dans nos entreprises. Comment elle doit être et ce qu'elle n'est pas non plus. Et ce qu'elle ne doit pas être aussi. Alors, on va juste passer le transparent où... C'est en ligne. Il est où? Ah, il est en ligne? Ah, parce que nous, on ne le voit pas. Donc, je suis très content que vous le voyez parce qu'on y a mis beaucoup de cœur. Vas-y. Donc, moi, je vais commencer. Alors, ce que doit être la raison d'être, elle doit être collaborative. Je pense que la discussion l'a montré. Il faut qu'on mette en place des méthodes qui permettent que toutes les parties prenantes de l'entreprise puissent contribuer à la définir.
Collaborative et collective. Hein. Et c'est vraiment le moyen, et vous l'avez tous rappelé, d'impliquer toutes les parties prenantes, comme tu l'as dit, Didier, de les mobiliser et surtout de mobiliser aussi les salariés avant de communiquer en externe. Ça, c'est aussi très important. Absolument. Elle doit être alignée sur la stratégie. Alors, alignée sur la stratégie, c'est un mot un peu faible. Elle est un outil de définition de la stratégie. Bravo, un vecteur de définition de la stratégie. Bruno nous l'a rappelé, et c'est une belle façon d'exprimer son ambition. Alors, la raison d'être est aussi compétitive. C'est souvent un élément de différenciation. Moi, je vois beaucoup de dirigeants d'entreprise qui disent « mais moi, je fais ça, etc. » quand ils pitchent. Et en fait, mais quel est votre élément de différenciation? C'est ça qui va faire votre valeur ajoutée, et votre raison d'être est un élément de différenciation fort sur le marché. Alors, je confirme, pour avoir fait pas mal de soutenances de grands contrats, le spreadsheet ou le tableur permet de sélectionner les gens qui vont parler. À la fin, c'est quand même les gens qui font qui remportent l'affaire, et pas uniquement le chiffre. Elle doit être actionnable. Alors, on en a parlé, hein, elle doit pénétrer les modèles de management de l'entreprise, les attributs du leadership, etc. Et opérationnel, ça va ensemble. Hein. Ça veut dire que ça descend dans toute la hiérarchie avec des indicateurs, comme vous l'avez dit, Dina, et avec des répercussions à 360 sur l'entreprise, donc vraiment de manière transversale. Elle doit être incarnée. Alors, je pense que Dina l'a bien dit. Hein, la genèse de la raison d'être de Veolia, incarnée dans son président, mais pas que. Incarné aussi avec le COMEX et le groupe des 500. Et puis, il y a un rôle modèle dans l'incarnation d'une raison d'être, c'est quand même Michel. Il en parle avec son cœur et avec ses tripes. Évidemment, elle doit être aussi culturelle, ça c'est important, elle doit répondre aux impératifs de l'entreprise. Ça peut être une politique de petits pas, ça peut prendre des mois, ça peut aller plus vite, vraiment en fonction de la culture de l'entreprise et de sa taille. Absolument. Et puis elle doit être engageante. Alors Bruno y faisait allusion tout à l'heure sur l'évolution de la responsabilité du marketing et de la communication et surtout de la puissance de la marque. Et on voit bien que la marque, c'est une étoile autour de laquelle les parties prenantes se rassemblent pour, comme le disait Michel tout à l'heure, cheminer vers la performance. Et alors, ce qu'elle n'est pas, en tout cas, la raison d'être. Surtout pas. De façon rapide. Alors, surtout pas, c'est pas de la com. C'est pas de la com. Si on ne fait de la raison d'être qu'un slogan et de la com, on tape à côté. Je pense de toute façon que les gens le sentent, donc c'est pas un slogan, ça en est sûr. C'est pas non plus de la conformité, c'est pas cocher une box en disant bah voilà ça je l'ai fait, j'ai écrit ma raison d'être. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, ça pourrait être un tout petit peu le biais de la loi Pacte. On se dit il y a une loi, il faut que je sois en conformité avec la loi Pacte, etc. Si on le voit comme ça, on le voit comme un faisceau de contraintes et non pas comme un vecteur de stratégie. Un mot, chacun, pour clôturer ce webinaire. Bruno, un mot. Hein. 3 à la rigueur. Le juste niveau de profit est celui qui est au service de la raison d'être. C'est très juste. Dina. Moi, je dirais une performance plurielle, pérenne, authentique. Michel? Je citerai Francis Blanche. Il dit que face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Si vous voulez le regarder à nouveau, ce sera en ligne très vite, n'est-ce pas Inès? Et un grand merci à vous. Un grand merci Bruno, un grand merci Lina, un grand merci Michel. Merci à toi Didier aussi. Merci Marie, c'était super. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. À bientôt et ce sera bientôt en replay sur MEDEF, sur le site du MEDEF. Au revoir.